Bonjour à toutes et à tous, sujet du jour, Israël. Nous avons eu beaucoup de demandes suite à au dîner du CRIF, dans lequel Emmanuel Macron et Gérard Collomb se sont rendus. Comme chaque année, la classe politique se rend au dîner du CRIF. Donc beaucoup de questions sur Israël, sur le judaïsme. Donc nous sommes ici une loge humaniste et nous abordons tous les sujets de manière équilibrée, de manière juste et sans tabou. Donc nous abordons ce sujet comme les autres. Donc petite leçon d'histoire aujourd'hui, petit rappel sur un certain nombre de faits, d'où vient Israël et d'où vient le judaïsme. C'est une question qui est très très intéressante. Alors dans la mythologie hébraïque, le dieu Yahvé, qui n'est à l'origine pas un dieu unique, puisqu'il est accompagné d'autres dieux, et notamment il a une épouse qui s'appelle Ashéra. Eh bien, il a démarché dans la mythologie tous les peuples de la terre, les uns après les autres. Il leur a demandé d'être le porteur de sa lumière, et tous les peuples, les uns après les autres, auraient refusé, sauf le peuple hébreu, qui, consulté en dernier ressort, finit par accepter de porter ce message. Donc voilà d'où vient effectivement la mythologie du peuple élu. Un peu d'histoire aussi sur comment est apparue la Torah, puisque naturellement cette mythologie est contenue dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament pour les chrétiens. Eh bien, en l'an 621, le roi Josias, qui était le roi de la Judée, qui est arrivé au pouvoir en l'an 639 avant notre ère, il arrive au pouvoir en 639 comme roi de Juda, et en 621, il entreprend de conquérir le royaume du nord du royaume de Juda, qui était le royaume d'Israël. Et puis il a aussi l'ambition de centraliser tous les cultes, parce qu'il y avait beaucoup de cultes dans ce royaume de Juda, y compris dans le royaume d'Israël. Donc il compte supprimer, par exemple, dans le royaume de Juda, le culte du veau d'or, qui avait été instauré par le premier roi d'Israël, Jéroboam, qui naturellement était un roi païen. Et puis il veut supprimer également la prostitution sacrée qui avait lieu dans le temple de Salomon. Alors Salomon avait construit le temple de Jérusalem 300 ans plus tôt. Salomon, qui était fils de David, le grand roi mythique du peuple de Juda. Donc ce sont les rois de Juda, David, Salomon, et puis jusqu'à Josias 300 ans plus tard. Et nous dit le roi Josias, il aurait trouvé dans le temple de Salomon, il a fait faire des travaux de rénovation et de restauration, eh bien un livre extraordinaire, un livre sacré, dans lequel eh bien, il y aurait, on raconte l'histoire d'un peuple, le peuple hébreu, qui aurait été prisonnier en Égypte, et puis qui se serait libéré d'Égypte grâce à un héros extraordinaire, un héros fantastique, auteur de miracles exceptionnels, et ce héros, c'est Moïse. Donc Moïse aurait conduit le peuple hébreu hors d'Égypte. Ils auraient erré pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, et puis Dieu, naturellement, pour Moïse, fait miracle sur miracle. Il a ouvert la mer Rouge, il a libéré des Hébreux de Pharaon, il a permis au peuple hébreu de vivre pendant 40 ans dans le désert en faisant descendre du ciel la manne, qui permettait de manger et boire matin, midi et soir pendant 40 ans. Donc voilà ce qu'on se trouve dans ce livre, qui sera la Torah. Alors c'est une partie de la Torah, parce qu'ensuite la Torah va être complétée lors de l'exil des Judéens à Babylone et lors de la période perse. Mais on va dire que c'est la première partie de la Torah, on va dire de la Genèse jusqu'au livre des rois, que l'on trouve dans ce temple de Salomon. Alors naturellement, historiquement, il n'existe aucune preuve comme quoi les Hébreux, un peuple hébreu aurait été en Égypte, les Égyptiens qui notaient tout, le moindre fait et geste de leur souverain et de leur politique et de leurs événements politiques, il n'y a aucune trace de la présence d'un quelconque peuple hébreu ou d'un quelconque Moïse en Égypte. C'est d'autant plus curieux que Moïse, d'après la Bible et d'après cette Torah, aurait été confronté à 3 pharaons différents, et dont il aurait noyé le dernier. Donc si un tel événement avait eu lieu en Égypte, quelqu'un en aurait entendu parler. Donc il est historiquement avéré aujourd'hui que l'histoire des Hébreux en Égypte et de Moïse est une histoire inventée, et c'est un mythe, comme il en existe beaucoup dans les religions, comme il en existe beaucoup en politique. L'intérêt pour Josias, c'est que eh bien, cette Torah, elle dit que le Dieu Yahvé,
dont Josias veut faire le Dieu principal et même le Dieu unique, eh bien il aurait donné la terre de Canaan, c'est-à-dire le royaume de Juda et le royaume d'Israël, au peuple hébreu, qui est censé être le peuple des ancêtres des Judéens, du peuple de Juda. Et il aurait également donné cette terre, puisque deux précautions valent mieux qu'une, il l'aurait également donné à Moïse. C'est également Moïse qui aurait détruit le veau d'or. Or, le veau d'or, je rappelle, Moïse est censé vivre 1450 ans avant notre ère. Et je rappelle, le veau d'or a été créé en 1000 avant notre ère par Jéroboam Ier dans le royaume païen d'Israël. Donc il y a quand même une incohérence par rapport à ça. Mais il y a une cohérence, on va dire, pour Josias, puisque ça permet de justifier sa politique de destruction du veau d'or et le fait d'imposer le culte du Dieu Yahvé sur le royaume de Juda et sur le royaume d'Israël, qu'il fusionne en un grand royaume qu'il appelle Israël, parce que Israël était un territoire beaucoup plus riche et beaucoup plus prestigieux que le pauvre royaume de Juda. Donc voilà un petit peu l'origine de ce qu'on peut appeler le mythe fondateur du peuple élu et du peuple de Juda et du peuple juif. Ce n'est pas un cas unique dans l'histoire, hein. Il y a d'autres créations mythiques, on pense notamment aux Japonais, on pense en Inde, etc. Il y a un certain nombre d'écrits anciens qui légitiment de manière mythique l'invention d'un peuple. En tout cas, le fait qu'un dieu ait donné la primature, on va dire, à un peuple, c'est quelque chose qui est finalement assez classique dans les religions très antiques. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire et sur les faits historiques concernant les Hébreux, concernant Israël. Je rappelle que ce que je viens de dire sur les Hébreux et sur Israël est au programme des classes de collège, donc des collèges français, de l'éducation nationale. Hein. On explique qui était le roi Josias, comment il a trouvé la Torah, en faisant soi-disant des travaux dans le temple de Jérusalem, alors que le temple qui a été construit par Salomon, Salomon, lui, il n'a jamais entendu parler de la Torah, David n'a jamais entendu parler de la Torah, et on n'a jamais entendu parler ni de Moïse, ni des Hébreux, avant le roi Josias et avant l'an 621 avant notre ère. C'est un fait historique, hein, voilà, c'est un rappel, ce qui permet encore une fois de relativiser pour les anti-juifs comme pour les fanatiques, un petit peu l'origine des nations, l'origine des religions, elle est en grande partie souvent inventée, et même si c'est fait de façon très intelligente, et en l'occurrence par un roi très intelligent qui s'appelait Josias, roi de Juda, au 7e siècle avant notre ère. Avez-vous des questions sur Israël, sur cette petite leçon d'histoire ? Israël actuellement est-il condamné à disparaître ? Alors non, parce que pour l'instant, vous avez un peuple, vous avez une nation, vous avez 5 ou 6 millions de juifs en Israël puissamment armés. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein, depuis 1948, la création de l'État moderne de l'État Israël, il y a eu des périodes où c'était une nation qui était effectivement très en danger, qui était entourée de pays arabes extrêmement puissants militairement, soutenus par l'Union soviétique, soutenus par des puissances tout à fait considérables. Aujourd'hui, Israël est très puissamment armé, et le mythe, encore une fois, le mythe fondateur de cet État, de cette nation, reste vivace et reste extrêmement fort et puissant, et tant qu'il restera fort et puissant, eh bien, il n'y a pas de raison qu'Israël disparaisse en tant que tel et s'écroule complètement. D'autres questions ? Pourquoi les Américains soutiennent-ils Mordicus Israël ? Pourquoi les Américains soutiennent Mordicus Israël ? Alors ça, c'est une question intéressante, et là, on touche encore une fois à une question identitaire. Il faut comprendre que l'Amérique il y a eu deux fondements de l'Amérique. Il y a eu le fondement par Washington, bien sûr, lors de la révolution contre la colonisation anglaise. Et puis, un deuxième fondement, en 1860, lorsque Abraham Lincoln, qui est le premier président républicain, arrive au pouvoir. Et la vision lincolnienne, c'est que l'Amérique est un peuple élu, est un peuple béni de Dieu. La révolution républicaine, c'est une révolution puritaine, c'est une révolution chrétienne. Les républicains siègent à gauche, il faut le savoir, dans les assemblées aux États-Unis. C'est le parti révolutionnaire, le parti républicain. Mais ce n'est pas un parti révolutionnaire socialiste, c'est un parti révolutionnaire chrétien, et qui tire sa révolution de la Bible. Et l'une des visions américaines, c'est de dire l'Amérique a vocation à être la nouvelle Israël, et le peuple américain a vocation à devenir le peuple élu de Dieu.
c'est quelque chose qui est profondément aujourd'hui ancré dans la politique américaine. Et on le voit, beaucoup de présidents américains, républicains notamment, on le voit aujourd'hui avec Donald Trump, mais on a pu le voir dans le passé aussi avec d'autres présidents, et puis ça déteint aussi sur les démocrates. Ils ont une vision de l'Amérique aujourd'hui, parce que qu'est-ce que l'identité de l'Amérique? C'est un pays finalement de colons européens, de mélange d'Indiens, de descendants d'esclaves africains et autres. Quelle est son identité? Ben finalement, dans l'identité biblique, eh bien l'Amérique, une partie de l'Amérique en tout cas, pense que il faut trouver dans la Bible la source de cette identité. Et je pense que beaucoup d'Américains, et on le voit, on le constate tous les jours, considèrent finalement que l'État d'Israël, c'est une sorte de 51e État américain, et c'est peut-être même le premier État américain. C'est un petit peu un État biblique, un État mythique, un État spirituel, religieux, antique. L'Amérique existe que depuis 200 ans, trouve effectivement dans cette identité israélo-biblique eh bien une source d'inspiration. Et encore une fois, beaucoup d'Américains s'identifient à Israël, même s'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas spécialement, pas spécialement non plus religieux. C'est vraiment une question d'identité, c'est vraiment une question identitaire. De la même manière que beaucoup d'Israéliens ne sont pas des religieux convaincus, fanatiques et tout à fait orthodoxes. Ils sont même plutôt une minorité. Mais l'identité, c'est l'identité. Et l'identité, je l'ai souvent expliqué dans un certain nombre de vidéos, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Hein. Si vous avez une identité, vous y êtes attaché et vous êtes prêt à vous battre et vous êtes prêt à peut-être faire la guerre pour défendre cette identité. Aujourd'hui, l'Amérique est dans cette logique-là. C'est incontestable. Une autre question ? Oui, je vais vous parler de la menace. Il y a des menaces diffuses, mais actuellement, la plus grande menace, la plus pathétique même, qui pèse sur Israël, qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, des menaces pèsent sur Israël. Il y a deux menaces qui sont d'ordre militaire et qui pourraient, ou quasi, et qui pourraient conduire à sa chute, ou en tout cas à des guerres ou à des choses pas agréables. Il y a une menace démographique, d'une submersion démographique de la part des populations arabo-israéliennes, citoyens israéliens qui ne sont pas de confession juive. Il y a une menace qui peut être liée aussi au fait qu'un certain nombre d'Israéliens se détournent de la religion juive et de cette identité juive. C'est le cas par exemple de Shlomo Sand qui a écrit un livre en disant je ne suis plus juif, voilà, je ne suis pas chrétien ou autre, mais je quitte la religion, comme il y a des millions de gens qui quittent le christianisme ou qui quittent l'islam en disant ça, ce n'est plus mon identité. Et puis il y a une menace nucléaire aussi. Hein. Aujourd'hui, Israël est à portée de missiles, un certain nombre de puissances. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous avez le Pakistan, qui est une puissance islamique, qui a des charges nucléaires. Demain, l'Iran peut disposer aussi de l'arme nucléaire. Et il n'est pas exclu qu'un jour, si l'Amérique persiste à multiplier les guerres dans la région, parce que l'Amérique joue un jeu pervers aussi, et peut être dangereux aussi pour les Israéliens, directement ou indirectement, et bien qu'un certain nombre qu'une puissance décide de donner une arme nucléaire à un groupe terroriste, et vous savez, Israël, c'est grand comme 2 départements français. Hein. Une bombe atomique explose à 4 km d'altitude, parce qu'on fait toujours exploser en altitude, eh bien, ça peut détruire effectivement l'Israël, en tout cas, et tuer une très grande partie de la population, y compris la population palestinienne. Mais après tout, les Iraniens ou les Pakistanais ne sont pas des Arabes, et ce ne sont pas des Palestiniens. Donc, on peut imaginer effectivement ce type de scénario critique. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va arriver. On peut espérer que les États feront faillite. Les États sont au bord de la faillite, et l'État américain en premier. On y reviendra. On a déjà évoqué cette question dans un certain nombre de vidéos. Mais il n'est pas exclu effectivement que les choses puissent dégénérer dans cette région qui est un chaudron mondial, incontestablement. D'autres questions ? Oui, dans notre vieille communauté européenne, c'est-à-dire dans l'Europe, est-ce que la communauté juive, elle est en danger? Est-ce qu'elle est en danger? Je pense que le gros danger de la communauté juive en Europe, il est passé. C'était l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'époque qui a suivi les pogroms du début du XXe siècle et l'époque de ce qu'on appelle la Shoah. Shoah, ça veut dire catastrophe en hébreu. C'est un mot qui a été développé dans les années 60 pour désigner l'Holocauste juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, est-ce qu'aujourd'hui ils sont en danger? D'abord, il y a très peu de juifs en Europe. Il y en a surtout en France. Et l'essentiel des juifs en France sont des juifs d'origine séfarade, c'est-à-dire
séfarades, ça veut dire d'Espagne, en fait, ce sont des juifs qui viennent d'Afrique du Nord. Il y a très peu de juifs français de souche. Beaucoup de ces juifs français de souche, après 1945-1946, ont abandonné le judaïsme, ou se sont convertis au christianisme ou au catholicisme. Il faut savoir, beaucoup ont été sauvés parce qu'ils étaient français et qu'ils se considéraient comme français, que même Vichy les considérait comme français avant de les considérer comme juifs. Donc c'est un fait. Après, il y a aussi des juifs dits ashkénazes, c'est-à-dire d'origine d'Europe centrale et orientale, et les gens du CRIF sont surtout des juifs ashkénazes. Après, voilà, est-ce qu'ils sont en danger en Europe? Encore une fois, il y en a très peu en Europe, il y en a surtout en France, un peu en Angleterre, un peu moins en Angleterre. En France, je crois qu'il y en a autour de 400 000. C'est pas une communauté très importante. Et pour l'essentiel, je pense que beaucoup se considèrent d'abord comme français, avant de se considérer comme juifs. Ceux qui placent leur religion on va dire, en tête de leur identité, souvent font ce qu'on appelle l'Alia, c'est-à-dire la migration d'Israël, mais sachant que c'est très difficile pour eux, parce que ça veut dire apprendre l'hébreu, aller dans un pays profondément étranger, par ses lois, par ses mœurs, par beaucoup de choses. Hein. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être une religion et quelques rituels, mais derrière, c'est quand même un saut vers une autre civilisation, hein, véritablement, c'est pas évident, et beaucoup d'ailleurs reviennent, hein, font l'Alia, et puis ils reviennent en France en disant, bon, la France, c'est pas terrible, dans certaines banlieues, c'est pas facile de s'appeler Lévy ou de s'appeler Cohen, mais la vie en Israël, c'est pas évident non plus. Voilà, je pense pas qu'il y ait un danger aujourd'hui, véritablement, des juifs en Europe. Il n'y a pas de mouvement. Bon, il y a des mouvements islamistes très anti-juifs ou antisémites qui sont développés aussi en Europe, mais l'Europe, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, est de plus en plus identitaire, et nous allons aller vers, d'une manière ou d'une autre, un effondrement économique, et d'une manière ou d'une autre, vers ce qu'on appelle une remigration. Et d'ailleurs, beaucoup d'Africains, de Maghrébins, aujourd'hui se préparent à la remigration. En tout cas, les plus informés, les plus intelligents d'entre eux, ceux qui vivent de l'aide sociale à 100%, pour eux c'est plus compliqué, mais ceux qui ont un peu de plomb dans la cervelle savent de quoi il en retourne. Et voilà, donc non, je ne pense pas qu'il y ait un danger aujourd'hui d'être juif en France ou en Europe. Je pense qu'ils sont quelque part plus en danger en Israël, il y a plus d'attentats en Israël, il y a plus de risques de guerre, de confrontation en Israël, certainement qu'en Europe. D'autres questions? Non, on a fait le tour. Très bien. Ben, merci à toutes et à tous, et à bientôt.